Question 1. L'évaluation des distances est différente selon les rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. On le remarque tout de suite. L'image n'est pas la même dans les deux rétros d'une voiture. Le motard paraît plus proche dans le rétro intérieur et plus lointain dans le rétro extérieur. Cela demande un temps d'adaptation de la part du conducteur de la voiture. L'évaluation des distances est bien différente selon les rétroviseurs. Réponse A. Question 2. Dans ce virage, le motard est bien placé en A, B, C. On peut dire que ce conducteur n'a apparemment pas compris ce qu'est une trajectoire de sécurité. Il se présente à l'intérieur du virage au lieu de se placer à l'extérieur, ce qui lui permettrait d'avoir une meilleure visibilité vers la sortie du virage. Il s'écarte vers la ligne axiale dans le virage, ce qui le rapproche des usagers arrivant en face. Il pourrait effrayer ces usagers. Le motard pourrait également prendre peur et freiner ou se crisper, ce qui aurait pour effet de redresser la moto et de l'envoyer directement dans la voiture en face. Le seul moment où le motard est bien placé, c'est à la sortie du virage, c'est-à-dire en C. Réponse C. Question 3. Cette manœuvre rend impossible le contrôle de la trajectoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le motard encourt une amende de 15 000 €. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le guidon de la moto se trouve à l'avant. Par conséquent, lorsque je suis en wheeling ou en roue arrière, la seule trajectoire que je peux suivre est la ligne droite. Cette manœuvre rend donc impossible le contrôle de la trajectoire. Étant donné que ce comportement est particulièrement dangereux lorsqu'il est pratiqué sur voie ouverte, il est passible d'une amende de 15 000 €. Réponse A et C. Question 4. Plus la moto est inclinée, plus le corps du motard est à l'intérieur, réponse A, à l'extérieur, réponse B. Le motard doit faire corps avec la moto. Même s'il redresse légèrement le buste et la tête pour toujours avoir une vision horizontale de la route, plus la moto est inclinée, plus le corps du motard se penche à l'intérieur du virage. La trajectoire suivie doit donc tenir compte de cet aspect. Si le corps du motard dépasse sur la voie opposée, il pourrait se faire accrocher par les véhicules arrivant en sens inverse. Réponse A. Question 5. Les feux de croisement éclairent par temps clair sans éblouir. À 30 mètres au moins, réponse A. À 50 mètres au moins, réponse B. À 100 mètres au moins, réponse C. Les feux de croisement doivent, comme leur nom l'indique, être utilisés pour croiser, mais aussi pour suivre les autres véhicules. Ils ne doivent donc pas éblouir, c'est pourquoi leur faisceau est dirigé vers le sol.
Ils doivent avoir une portée minimum de 30 mètres de nuit par temps clair. Réponse A. Question 6. Les feux rouges clignotants viennent juste de s'allumer. Ce motard peut encore franchir le passage à niveau? Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce sont des feux rouges. Qu'ils soient fixes ou clignotants, l'arrêt est obligatoire. Ce motard ne doit pas franchir le passage à niveau. Réponse B. Question 7. Le feu vient de passer au vert. Il est préférable que le motard laisse passer la voiture noire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu vient de passer au vert. Le motard démarre. Mais le conducteur arrêté au stop ne regarde pas dans sa direction. Il existe donc un doute. L'automobiliste a-t-il vu le motard? Ne croit-il pas qu'on va le laisser passer? L'allure de la moto étant encore faible, l'absence d'usager derrière le motard lui permet de s'arrêter sans risque. Ce comportement courtois permettra aussi de contribuer à une meilleure image des utilisateurs de deux roues. Il est donc préférable que le motard laisse passer la voiture noire. Réponse A. Question 8. Je compense le dévers du giratoire en adaptant mon allure, réponse A, mon placement, réponse B. Un dévers oblige naturellement à incliner la moto. Modifier le placement ne changera rien puisque la pente est régulière sur toute la largeur. Quel que soit le sens du dévers, il n'y a qu'une seule possibilité pour le compenser, ralentir. Réponse A. Question 9. Je laisse passer le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le fait qu'il y ait un terre-plein central n'y change rien. Le piéton manifeste son intention de traverser et je m'arrête pour le laisser passer. Mais avant de m'arrêter, je fais un appel de feu stop pour prévenir les usagers derrière de mon freinage. Réponse A et C. Question 10. Il est facile pour un automobiliste de différencier un cyclo d'une moto? Oui, réponse A. Non, réponse B. D'évaluer la vitesse d'un deux roues? Oui, réponse C. Non, réponse D. La moto a des capacités de freinage, d'accélération ou encore directionnelle qui lui sont propres. Un automobiliste qui n'a pas pratiqué de deux roues ne peut pas se rendre compte de ces caractéristiques et notamment de la puissance d'accélération de la moto. Esthétiquement,
Les constructeurs de cyclomoteurs s'inspirent des motos. Et il est complexe de distinguer les deux, surtout de loin et surtout pour une personne qui ne s'intéresse pas à ce type de véhicule. Ce qui peut engendrer des risques pour le motard, puisque l'automobiliste peut penser avoir le temps de passer et lui couper la trajectoire. Il n'est donc pas facile pour un automobiliste de différencier un cyclo d'une moto et d'évaluer la vitesse d'un deux roues. Réponse B et D. Question 11. Pour un bon fonctionnement de l'ABS, je vérifie la couronne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si l'ABS ne fonctionne pas, le freinage est inactif. Oui, réponse C. Non, réponse D. La couronne placée sur l'axe de la roue au centre du disque de frein permet à l'ABS de fonctionner. Cette couronne passe devant un capteur qui calcule en permanence la vitesse de rotation de la roue. Cela permet de détecter un blocage de roue et d'envoyer l'ordre à l'ABS de desserrer la pression de freinage. En cas de mauvais état de la couronne, le fonctionnement de l'ABS peut être compromis. Mais cela ne compromet pas le freinage de la moto qui reste bien entendu actif. En cas de dysfonctionnement de l'ABS, un témoin s'allume sur le tableau de bord pour avertir le conducteur. Réponse A et D. Question 12. La limitation de vitesse commence au panneau, réponse A. Commence 50 mètres après le panneau, réponse B. Concerne tous les usagers, réponse C. Les panneaux d'interdiction, rond rouge, comme ici l'interdiction de dépasser la vitesse de 50 km/h, sont des panneaux de position. L'interdiction commence au niveau du panneau et se termine soit au niveau du panneau de fin de limitation, soit à l'intersection suivante. Si le panneau concerne uniquement certaines catégories d'usagers, alors il est complété par un panonceau. Ici, il n'existe pas de panonceau, donc tous les usagers sont concernés. Réponse A et C. Question 13. À moto, la fatigue survient plus vite qu'en voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'absence de carrosserie expose le motard à toutes les intempéries et à la résistance à la pénétration dans l'air. L'effort physique est constant, la fatigue survient donc plus vite qu'en voiture. Cela nécessite des pauses plus fréquentes. Réponse A. Question 14. Alerter les secours efficacement, c'est préciser le lieu de l'accident, réponse A, le nombre d'accidentés, réponse B, la marque du véhicule, réponse C. Un appel au secours doit être efficace. Tout d'abord, il faut donner son nom et son numéro d'appel. Les secours pourront nous rappeler si besoin. Il faut préciser la nature, accident de la route entre tel et tel usager, et donner avec précision l'endroit pour que les secours interviennent le plus vite possible. Il faut indiquer le nombre et l'état des victimes pour qu'ils arrivent avec tout le matériel nécessaire. Il faut signaler les risques persistants, comme les risques de suraccident, et attendre les instructions sans raccrocher. Les secours pourront nous aider à gérer en attendant que leurs équipes arrivent sur place. Réponse A et B.
Question 15. La trajectoire de ce motard est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le corps du motard peut franchir l'axe médian. Oui, réponse C. Non, réponse D. En prenant sa trajectoire, le motard a roulé sur la ligne axiale. En se comportant ainsi, le haut de son corps dépassait sur la voie des usagers en sens inverse. Cette trajectoire est pour le moins dangereuse et inadaptée. Et il n'est pas admis que le corps du motard franchisse l'axe médian. Réponse B et D. Question 16. À l'approche d'un cyclomotoriste, j'augmente mes espaces de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les cyclomoteurs sont légers et très maniables, et leurs conducteurs manquent souvent d'expérience. Ils peuvent faire des écarts brusques par inattention, ou encore parce que l'état de la chaussée les y a incités, pour éviter un trou par exemple. Je dois donc tenir compte de tous ces facteurs et augmenter mes espaces de sécurité à leur approche. Réponse A. Question 17. L'automobiliste à gauche est immobilisé? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je décide de m'arrêter? Oui, réponse C. Non, réponse D. Les feux stop du véhicule à gauche et ses feux de recul sont allumés. Sa marche arrière est enclenchée, mais il est immobilisé. Suivant la technique du conducteur et sa rapidité d'action sur les commandes, la situation pourrait évoluer dans les prochaines secondes. Je surveille les feux arrière du véhicule et je passe avec prudence. Réponse A et D. Question 18. Ce panneau est implanté dans les virages où les comportements sont les plus dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je contrôle mon allure. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau annonçant une succession de virages sert à alerter l'usager sur les risques liés au franchissement de la zone sinueuse. Les risques peuvent être une absence de visibilité ou de lisibilité de la trajectoire, un virage présentant un faible rayon ou une différence de rayon par rapport aux autres virages, ou un défaut de dévers. La courbe se situe sur un itinéraire où les sinuosités sont rares. C'est parce que le comportement des usagers pourrait être dangereux que cette signalisation est implantée. Je contrôle mon allure pour ne pas me mettre en situation de risque. Réponse A et C. Question 19. Ce type de valve limite la perte de pression. Oui, réponse A. Non, réponse B. Généralement, les valves sont droites.
Les valves coudées sont souvent réservées à la compétition et aux motos haut de gamme. Sur les valves droites, l'obus est soumis à la force centrifuge qui comprime légèrement le ressort. Ce phénomène peut occasionner des fuites d'air plus ou moins importantes en cas d'absence de bouchon ou si celui-ci est insuffisamment serré. Dans les valves coudées, le ressort est en position horizontale et n'est donc pas soumis à la force centrifuge. La valve coudée présente un autre avantage. Le contrôle de la pression des pneus est facilité par un meilleur accès. Ce type de valve limite effectivement la perte de pression. Réponse A. Question 20. Dans cette zone de travaux, je serre à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je surveille le mouvement des engins. Oui, réponse C. Non, réponse D. Une zone de travaux est toujours une zone à risque. Je dois donc y circuler à allure réduite. Les ouvriers qui y travaillent sont souvent déconnectés de la circulation des véhicules. On peut comprendre qu'il leur soit difficile de surveiller les véhicules qui circulent et d'accomplir leur mission. Je dois donc être attentif au mouvement des engins ainsi qu'au déplacement des personnels. Pour augmenter mon coussin de sécurité, je serre à droite. Réponse A et C. Question 21. Après avoir bu, le taux d'alcool atteint son maximum. Au bout d'une demi-heure environ, à jeun, oui, réponse A. Non, réponse B. Au bout d'une heure environ après un repas, oui, réponse C. Non, réponse D. L'alcool circule dans le sang et atteint le cerveau rapidement. C'est alors que les effets commencent. La diffusion dans le sang est de l'ordre de 30 minutes à jeun, contre 60 minutes en mangeant. Et c'est le foie qui réalise ensuite son élimination. Seul le temps permet à l'organisme d'éliminer l'alcool ingéré. En moyenne, le foie met 1h30 pour éliminer l'alcool contenu dans un verre dose bar. Après avoir bu, le taux d'alcool atteint son maximum au bout d'une demi-heure environ à jeun et d'une heure au cours d'un repas. Réponse A et C. Question 22. Je dépasse immédiatement. Réponse A. Je freine. Réponse B. Je surveille mes arrières. Réponse C. Les feux stop du camion devant sont allumés. Il y a probablement un ralentissement. En observant les rétros, je vois un véhicule sur le point de me dépasser à gauche. Je ne peux donc pas dépasser immédiatement. Je n'ai pas d'autre possibilité que celle de freiner. Dans le rétro droit, j'aperçois un véhicule qui me suit. Je surveille donc mes arrières pour suivre le rapprochement de ce véhicule. Si ce véhicule devenait menaçant, je pourrais m'échapper sur la bande d'arrêt d'urgence. Réponse B et C. Question 23. Par rapport à l'éclairage d'une voiture, celui d'une moto est plus efficace, réponse A,
Aussi efficace? Réponse B. Moins efficace? Réponse C. Le faisceau lumineux d'une moto est plus étroit que celui d'une voiture. De plus, les automobiles sont fréquemment équipés de feux additionnels, comme les feux d'angle, les feux de brouillard avant, ou encore de caméras à infrarouge sur les véhicules haut de gamme. Alors que sur une moto, certains feux importants comme les feux de brouillard arrière sont encore des options. En virage, la nuit, la visibilité est mauvaise car le faisceau de la moto n'éclaire pas vers la sortie. Par rapport à l'éclairage d'une voiture, celui d'une moto est moins efficace. Réponse C. Question 24. Le motard a la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique que le motard a la priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse. Il peut donc s'engager sans marquer un temps d'arrêt dans la mesure où le passage est libre. Réponse A. Question 25. Je pèse 70 kg. Si je bois 2 bières à 8 degrés, j'atteins une alcoolémie supérieure à 0,50 g par litre de sang. Oui, réponse A. Non, réponse B. Chaque verre d'alcool consommé fait monter l'alcoolémie de 0,20 à 0,25 g par litre de sang. Mais il s'agit des doses barres. En ce qui concerne la bière, cette dose correspond à 25 centilitres à 5 degrés. Cela veut dire qu'après avoir absorbé 2 bières non pas à 5 degrés mais à 8 degrés, je dépasse largement le seuil à partir duquel conduire est interdit. Réponse A. Question 26. En me plaçant à cet endroit, le conducteur du poids lourd me voit dans ses rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque je suis un véhicule encombrant, je dois me placer de telle sorte que le conducteur de ce véhicule puisse détecter ma présence. Ici, je ne vois pas les rétroviseurs du camion. Je suis trop dans l'axe de ce véhicule. Soit j'augmente la distance qui me sépare du camion, soit je me place plus sur la gauche. Si je ne vois pas les rétroviseurs du camion, le conducteur ne me voit pas non plus. Réponse B. Question 27. La force centrifuge varie en fonction du rayon de la courbe, réponse A, du poids de la moto, réponse B, de la vitesse, réponse C, du contrebraquage, réponse D. Selon sa formule, la force centrifuge dépend de la masse de l'ensemble moto-conducteur, de la vitesse et du rayon du virage. Étant donné qu'il n'est pas possible, en roulant, d'agir sur la masse,
Les seules variables sont le rayon du virage et la vitesse. En adaptant correctement la vitesse et en suivant une trajectoire de sécurité, le motard réduira les effets de la force centrifuge. Le contre-braquage n'entre pas dans la formule. En revanche, c'est la technique qui permet d'incliner la moto. Réponse A, B et C. Question 28. En période probatoire, je circule à 70 km/h, réponse A, à 80 km/h, réponse B. Je circule sur une route à double sens hors agglomération. En l'absence de signalisation spécifique, la vitesse y est limitée à 80 km/h et elle correspond à la limitation de vitesse pour les personnes en période probatoire sur ce type de route. Je suis donc limité à 80 km/h. Réponse B. Question 29. Le temps de réaction est allongé avec l'alcool, réponse A, la fatigue, réponse B, le cannabis, réponse C, le café, réponse D. Le temps de réaction est un temps d'analyse du cerveau. Si le cerveau est embué par l'alcool, une certaine fatigue, des stupéfiants ou des médicaments, ce laps de temps d'analyse est plus long et peut passer de 1 à 2 secondes, voire plus. Réponse A, B et C. Question 30. Une onde verte passe les feux au vert les uns après les autres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour en profiter, je dois respecter la limitation de vitesse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les ondes vertes sont faites pour fluidifier la circulation. Lorsqu'on circule sur des grands axes en milieu urbain et que l'on va franchir plusieurs carrefours successifs, les feux s'allument au vert les uns après les autres. Mais inutile de démarrer sur les chapeaux de roue car vous n'en profiterez pas. Les feux sont synchronisés en fonction de la limitation de vitesse en vigueur. Une onde verte passe les feux au vert les uns après les autres et je dois respecter la limitation de vitesse pour en profiter. Réponse A et C. Question 31. Je ne vois pas le visage du conducteur dans les deux rétroviseurs du camion. Je me trouve dans son angle mort. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les poids lourds disposent de deux rétroviseurs latéraux dont un grand angle. Ce dernier permet de réduire l'angle mort, mais il ne le supprime pas complètement. Si je ne vois le visage du conducteur dans aucun des deux rétroviseurs, alors il ne peut pas me voir car je me trouve dans l'angle mort. Réponse A. Question 32. La nuit, en virage, l'éclairage de la moto est plutôt dirigé. Vers l'intérieur de la courbe, réponse A. Vers l'extérieur de la courbe, réponse B.
La nuit, la prise de virage se complique, car le faisceau éclaire droit devant et non pas la trajectoire à suivre. Le motard ne peut donc pas regarder au loin vers la sortie du virage. Il appréciera moins facilement la taille du virage, ne pourra pas observer l'état du sol à l'avance. Il est donc important qu'il adapte son allure à la visibilité. La nuit, en virage, l'éclairage de la moto est plutôt dirigé vers l'extérieur de la courbe. Réponse B. Question 33. Généralement, ce qui est reproché aux motards, c'est de se faufiler entre les voitures. Oui, réponse A. Non, réponse B. De prendre des risques. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les motards sont des usagers vulnérables sur un engin puissant et parfois ils prennent des risques et des libertés. Remonter des files de voitures, slalomer entre elles pour gagner du temps, sans prendre forcément en compte qu'ils n'ont peut-être pas été vus. Réponse A et C. Question 34. Le danger principal se situe en A, B, C, En A, un véhicule arrive face à moi de l'autre côté du pont. Il circule normalement dans son couloir. En B, les motos viennent de franchir le pont. Elles se trouvent à bonne distance dans mon sens de circulation. En C, le cycliste oblique vers la gauche pour passer sous le pont. Sa trajectoire va rejoindre la mienne. C'est en C que se trouve le danger principal. Je vais devoir ralentir pour laisser passer le cycliste. Réponse C. Question 35. Utiliser la moto en ville. Favorise l'écomobilité? Oui, réponse A. Non, réponse B. Supprime les embouteillages? Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce que l'écomobilité? C'est choisir son mode de déplacement pour avoir l'empreinte carbone la plus faible possible. C'est par exemple choisir de se déplacer en utilisant les transports en commun plutôt que de prendre son propre véhicule, se déplacer à pied pour les distances courtes, etc. La moto est généralement utilisée en ville pour s'affranchir des difficultés de circulation, mais ça ne favorise pas l'écomobilité et ça ne supprime absolument pas les embouteillages. Réponse B et D. Question 36. Ce panneau annonce un vent venant toujours de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les risques d'écart sont possibles. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le motard entre dans une zone exposée au vent. Le symbole de la manche à air dans le panneau n'indique pas d'où vient le vent. Un peu plus loin, l'orientation de la manche à air indiquera clairement la direction et la force du vent. Les rafales de vent peuvent dévier la trajectoire du motard.
Par précaution, il doit ralentir. Réponse B et C. Question 37. Je me suis rangé pour laisser passer le motard plus rapide. Celui-ci me communique son agacement, réponse A, son remerciement, réponse B. J'ai perçu l'arrivée d'un motard derrière et je me suis rangé pour le laisser passer. Il a compris ma manœuvre et l'apprécie à sa juste valeur. En tendant ainsi sa jambe, il me communique son remerciement. Réponse B. Question 38. Il est recommandé de changer un casque utilisé régulièrement. Au bout de 2 ans, réponse A. Au bout de 5 ans, réponse B. Au bout de 10 ans, réponse C. Après un choc, réponse D. Quand on utilise son casque tous les jours ou très régulièrement, les mousses se tassent, les petits mécanismes comme les charnières s'abîment, la visière se raye. Le changer est alors utile et permet de profiter des évolutions techniques qui lui sont apportées. En cas d'accident, le casque subit des dommages, parfois peu visibles de l'extérieur. Les éléments qui le composent, comme le calotin ou la calotte, peuvent comporter des fêlures invisibles à l'œil et ils ne protègent plus le motard. Il est recommandé de changer un casque utilisé régulièrement tous les 5 ans et après un choc. Réponse B et D. Question 39. Sur cette moto, la transmission se fait par courroie, réponse A, chaîne, réponse B, cardan, réponse C. Il y a 3 types de transmission. La transmission par chaîne, la plus répandue, la transmission par cardan, que l'on trouve le plus souvent sur des choppers et des routières plutôt haut de gamme, la transmission par courroie, la moins répandue. Il s'agit ici d'une transmission par courroie. C'est plus souple qu'un cardan, plus propre qu'une chaîne et ça demande peu d'entretien. Réponse A. Question 40. À 100 km/h, la distance parcourue pendant le temps de réaction est 2 fois plus longue qu'à 50 km/h, réponse A, 3 fois plus longue qu'à 50 km/h, réponse B, 4 fois plus longue qu'à 50 km/h, réponse C. En roulant 2 fois plus vite, on parcourt 2 fois plus de distance dans un même temps. En 1 seconde, je parcours environ 15 mètres à 50 km/h et 30 mètres à 100 km/h. En 2 secondes, je parcours environ 30 mètres à 50 km/h et 60 mètres à 100 km/h. Donc, quelle que soit la durée de mon temps de réaction, à 100 km/h, je parcourrai une distance 2 fois plus longue qu'à 50 km/h. Réponse A.